Bonjour, si vous êtes ici, c'est pour savoir comment faire une demande en urgence. Apostiller un testament texan, qui est considéré comme un document non enregistrable, mais qui est aussi considéré comme un document enregistrable. C'est donc un peu confus du côté du secrétaire d'État du Texas. Quel en sera le coût? Quels sont les délais actuels de traitement? Comment faire pour commander une apostille du Texas avec nos services? Tout d'abord, tous les documents classés par le secrétaire d'État texan comme non enregistrables, comme un testament texan, ces documents ne s'envoient pas par email ou fax pour l'apostille, sauf une exception proche. Envoyez-les par courrier ou déposez-les sur place. Le testament texan original signé à l'encre est requis. Pas de photocopie à notre bureau d'Austin, au Texas. Deuxièmement, les documents doivent être rédigés à l'encre et notariés par un notaire du Texas. Vous ne pouvez pas faire appel à un notaire d'un autre État ou pays. Ensuite, l'avocat ou le notaire doit joindre l'attestation au document. Soit ce notaire texan a juré, soit il le reconnaît. Texas, comme on voit ici. Quand je dis que ça arrive, le testament peut être un document enregistrable ou non. Ce que cela signifie, c'est que selon la loi du Texas, lorsque vous faites rédiger un testament, et il existe plus d'une douzaine de types que nous pouvons authentifier, vous devez respecter certaines conditions. En général, la plupart des gens vont simplement opter pour ce qu'on appelle un testament conditionnel, un testament éventuel ou un testament de vie ou quelque chose dans ce genre. En général, c'est notre testament simple. C'est le plus courant, juste le testament classique, celui que 90% des gens choisissent, simplement l'un de ces testaments. Lorsque vous faites rédiger un testament au Texas, vous devez avoir deux témoins présents, un notaire, puis les signataires du testament. Que ce soit juste vous, ou vous et votre femme, ou vous et votre mari pour faire le testament, il faut cela pour qu'il soit légal. Mais supposons que quelqu'un décède dans le cadre de ce testament, alors il devra passer par la procédure de succession. Il devra suivre le processus et passer par le comté où le décès a eu lieu. Ensuite, il devient un document enregistrable une fois que le greffier du comté en question l'a signé et tamponné. À ce moment-là, il devient donc un document enregistrable. C'est donc un peu différent. Au départ, ce document n'est pas enregistrable, mais lors de la succession, quand le testament est activé au décès du testateur, il devient enregistrable une fois qu'il a traversé toute la procédure de succession. Il doit alors être signé par le greffier du comté ou un juge des successions, voire les deux, et il doit obligatoirement porter le sceau du greffier du comté. Il ne peut pas simplement y avoir la signature d'un juge dessus. Si c'est un testament et que vous êtes passé par la procédure de succession, assurez-vous que le greffier du comté l'a signé, pas seulement le juge. C'est le point important. Donc, si vous faites simplement notarier le document, disons que vous commencez un testament et que vous voulez simplement rédiger le testament. D'accord. Votre notaire doit ajouter ce qu'on appelle le serment notarié ou une attestation notariée, peu importe lequel des deux c'est. Les deux options sont disponibles juste ici. Voici le serment notarié. Cliquez sur le fichier PDF et il se téléchargera automatiquement. Et vous pouvez simplement l'attacher à votre testament ou simplement copier-coller le texte surligné juste ici. Copiez-le simplement sur votre testament ou donnez-le à votre avocat. Votre avocat devrait déjà le savoir s'il le rédige. Ou si vous passez par LegalZoom, Rocket Lawyer ou que vous utilisez un modèle de testament en ligne, assurez-vous de le faire. Beaucoup ne l'incluent pas. Vérifiez la présence de ceci sous la mention par pour les noms des signataires du testament. Donc, s'il y a deux signataires du testament, disons que généralement, vous allez en avoir deux. Par conséquent, s'il s'agit d'un couple marié, vous allez avoir deux attestations notariales parce que chacun d'entre vous va signer. Et ensuite, vous allez avoir un deuxième de ces actes notariés pour l'autre conjoint. D'accord. Ou utiliser la reconnaissance notariale. Voyez, le texte est plus long ici. Utilisez ceci. Cliquez sur ce PDF pour le télécharger et l'imprimer. Joignez-le à votre testament ou demandez à votre notaire de l'ajouter. Notez bien le mot ou ici. C'est important. Impossible d'utiliser les deux. Vous en utilisez un, le ou implique l'un ou l'autre. Vous devez en choisir un. Vous pouvez utiliser un e-notaire du Texas ou notaire en ligne pour faire notarier votre document par visioconférence. Si vous résidez hors du Texas ou des États-Unis, vous pouvez nous envoyer votre document signé et notarié via notre page Contactez-nous. Ainsi, aucun envoi postal ou déplacement n'est requis. Il existe trois façons différentes pour accéder à cette page de contact. Vous pouvez cliquer juste ici, vous pouvez cliquer sur la femme ici, ou vous pouvez cliquer juste là. Sur notre page du formulaire de commande d'apostille du Texas, accessible via le bouton en bas de cette page, remplissez le formulaire en ligne, imprimez-le, puis envoyez-le nous par courrier avec notre étiquette de retour prépayée FedEx ou UPS. Ainsi, nous pourrons renvoyer vos documents à la personne de votre choix partout dans le monde. Si vous utilisez un e-notary par voie électronique, vous n'avez rien à nous envoyer ni à déposer.
Dans ce cas, vous allez simplement télécharger 3 éléments sur notre page de contact. Premièrement, vous allez télécharger un PDF de chaque page de votre testament, que ce soit la version non enregistrable ou la version homologuée. Deuxièmement, téléchargez l'étiquette de retour prépayé FedEx ou UPS. Puis, téléchargez le PDF de notre formulaire de commande. Ainsi, sur la page du formulaire, au lieu de l'imprimer sur votre imprimante pour avoir une version papier, allez dans les paramètres de votre imprimante sur l'ordinateur et choisissez l'option Enregistrer au format PDF. Choisissez cette option pour que le formulaire de commande soit enregistré en PDF plutôt qu'imprimé. Enregistrez ensuite ce PDF et téléchargez-le sur notre page de contact. Et c'est tout, vous n'avez rien à expédier. Pas besoin de se déplacer ni de prendre l'avion. Faites-le de n'importe où dans le monde. C'est simple par voie électronique. Ensuite, il y a l'étape 2 qui concerne les instructions d'expédition. C'est la deuxième étape. Je vais vous expliquer comment vous allez nous envoyer les documents et comment nous allons vous les renvoyer. Donc, l'expédition aller-retour, comment créer les étiquettes d'expédition et ce que vous devez faire. Donc, selon que vous obtenez des documents au niveau de l'État fédéral ou de l'ambassade, des apostilles ou les trois, si vous visez par exemple un pays non signataire de la Convention de la Haye, vous devez passer par ce qu'on appelle un processus de légalisation ou d'attestation de documents. Et s'il s'agit d'un document au niveau de l'État, comme par exemple un acte de naissance pour, disons, le Vietnam ou la Thaïlande, vous devrez le faire au niveau de l'État du Texas, puis aux États-Unis, le département d'État, puis l'ambassade de ce pays. Et c'est la troisième étape. Je vais donc passer en revue tout cela, notamment comment vous devez effectuer l'envoi. Pour nous faire parvenir vos documents, il n'y a généralement que deux façons. La première, qui est la plus simple et celle que nous recommandons à 99% des gens, c'est d'envoyer en express. Ou bien d'envoyer vos documents à notre adresse d'Austin, qui figure sur notre page de formulaire de commande dans nos instructions d'expédition. Ou, si vous habitez dans la région d'Austin, vous pouvez déposer vos documents chez nous. Encore une fois, cela ne concerne pas la procédure, que nous abordons à l'étape 3. Ça ne change rien à la procédure, par courrier ou en main propre. Pas de service sans rendez-vous. L'apostille n'est pas remise sur place. Elles sont délivrées par le secrétaire d'État du Texas, le département d'État à Washington ou un consulat ou une ambassade du pays concerné. Et nous effectuons toutes les légalisations dans notre bureau de Washington, D.C. Dans toutes les ambassades étrangères à Washington, D.C., où se trouvent à 99% de toutes les ambassades étrangères. Je vais donc vous expliquer ce que vous devez faire. Donc, si vous comptez nous envoyer vos documents par courrier, merci de ne pas utiliser la poste. Évitez l'USPS. Ils perdent sans cesse des documents et des milliards chaque année. Ce n'est pas un hasard. Ils sont incompétents, pas fiables, ne les utilisez pas. N'envoyez pas vos documents chez nous par la poste et ne nous demandez pas de vous les renvoyer par ce biais, car le suivi est généralement catastrophique. Nous recommandons uniquement d'utiliser FedEx, mais si vous préférez FedEx ou UPS, ou si vous êtes en Europe, en Amérique du Sud ou en Amérique centrale, je sais que c'est très utilisé là-bas. Dans ces pays, c'est DHL. Mais encore une fois, le plus fiable est qui nous recommandons FedEx et nous expédions avec eux chaque jour. Nous envoyons des dizaines de milliers de documents et nous avons des clients sur 6 continents. Il ne nous manque plus que l'Antarctique. Ils sont de loin les plus fiables. Si vous voulez éviter que vos documents ne soient endommagés ou perdus, ils sont les plus fiables et les moins chers pour l'envoi aux États-Unis et de loin. Par exemple, nous expédions à destination de notre bureau de Washington, D.C. depuis Austin, au Texas. Donc, du centre du Texas, aussi loin que possible, à travers tout le pays, jusqu'à l'océan Atlantique à Washington, D.C. Cela nous coûte 10 $ et 95 cents pour envoyer des documents par FedEx en 2 jours à notre bureau de DC. Bureau, si nous utilisons UPS pour le même délai, c'est plus de 40 $. Si nous utilisons la poste, c'est plus de 20 $, environ 23 $, donc plus du double. Donc si vous envoyez des documents, FedEx est bien moins cher qu'UPS. Et la poste d'ailleurs si vous voulez un envoi rapide en une nuit ou en 2 jours. La plupart des gens ne réalisent pas que c'est uniquement si vous utilisez l'option FedEx One, et notre vidéo sur nos pages d'expédition va expliquer cela. Je vais expliquer cela. Voici donc les liens sur lesquels vous allez cliquer. Donc, cela va être une longue vidéo, encore une vidéo de 15 ou 20 minutes. Elle va vous guider à travers quelque chose que FedEx ou UPS ne font même pas sur leur site web. Nous avons des captures d'écran et une vidéo qui explique étape par étape à partir de ces captures comment créer une étiquette de retour prépayée. FedEx.com ou UPS.com depuis n'importe où dans le monde. Donc, peu importe où vous vivez. Créez en ligne une étiquette d'expédition prépayée, imprimez-la et postez-la. Ou téléchargez le PDF fourni et envoyez-le nous par email. C'est uniquement un PDF. Vous ne pouvez pas envoyer d'étiquette en Word ou en image. Il faut le PDF original fourni par UPS ou FedEx. Cliquez sur ces liens juste ici et vous verrez. Ils vous montreront une vidéo et des captures d'écran pour vous guider et vous expliquer comment faire cela.
Si vous expédiez à l'international, vous devrez généralement remplir une facture ou un reçu de douane. C'est un reçu que vous devez remplir. Vous cliquez sur ceci, celui-ci pour FedEx et celui-là pour UPS. Et nous avons déjà un modèle pré-rempli pour vous, il suffit de le compléter. Ensuite, signez et indiquez la date. C'est tout. Selon le pays, ce n'est normalement pas obligatoire, mais on le fait toujours par précaution au cas où. Si vous envoyez un document à l'international depuis les États-Unis vers un autre pays, par exemple vers le Mexique, il ne s'en préoccupe pas vraiment, tout comme FedEx, mais faites-le quand même. Mais la plupart, beaucoup d'autres pays dans le monde. Pour passer la douane, vous allez vouloir avoir ce document, d'accord? Et puis l'autre point important, c'est que vous ne pouvez pas mettre notre nom sur l'étiquette d'expédition. Je me répète, vous ne pouvez pas mettre notre nom, numéro de téléphone ou adresse nulle part sur votre envoi quand nous sommes censés recevoir. De retour chez vous, c'est l'expédition vers vous. Votre document est déposé et vous voulez qu'il soit retourné à vous-même, à un cabinet ou à l'étranger. Que ce soit pour un membre de la famille, un collègue ou une entité, ou que vous l'envoyiez, c'est vous qui créez l'étiquette prépayée. En tant qu'importateur et expéditeur, vous ne pouvez donc pas y mettre notre nom. Parce que si cela passe par la douane, c'est nous qui serons facturés. On se retrouve facturé parfois des centaines de dollars par erreur. On ne renverra donc pas vos documents si vous utilisez notre nom. Considérez cela comme une enveloppe. L'expéditeur figure en haut à gauche aux États-Unis. Vous indiquez l'expéditeur, c'est-à-dire que si l'adresse à laquelle vous l'envoyez est incorrecte, si la poste ne peut pas le livrer, elle vous renverra ce courrier. C'est ce que nous demandons. Vous ne pouvez simplement pas mettre notre adresse dessus, vous devez mettre n'importe quelle adresse, peu importe laquelle. Mettez celle d'un proche, d'un collègue ou d'une entreprise. Peu importe, évitez simplement d'utiliser nos informations. Utilisez simplement les vôtres, mettez votre adresse en expéditeur et destinataire. Donc par exemple, vous l'expédiez. Si vous voulez le renvoyer en Europe et avez un ami ou un proche aux États-Unis, utilisez leur adresse. Encore une fois, ceci n'est valable que si votre colis vous est retourné. Ils ont besoin d'une adresse pour vous le renvoyer. Si ça passe par la douane, une adresse de facturation est nécessaire pour les frais impayés. Peu importe, n'utilisez simplement pas la nôtre. C'est aussi simple que ça. Pour les deux options, cliquez ici. Nous allons vous expliquer comment faire. Une fois chez FedEx ou UPS, ou même en ligne, ils demanderont d'où l'envoi est expédié. Vous ne pouvez pas simplement mettre notre adresse ou notre numéro de téléphone. C'est très simple. Certains le font, d'autres disent non, c'est possible. Vous vous y prenez mal. Suivez nos instructions. Faites-le en ligne. N'essayez pas de faire ça dans un magasin FedEx ou UPS car ils ne s'y connaissent en souvent pas. Vous pouvez simplement le faire en ligne. Nous le faisons tous les jours depuis tous les pays du monde. Créez l'étiquette en ligne sans utiliser notre adresse. Parce que, encore une fois, c'est vous qui créez l'étiquette en ligne et qui la payez. Pas nous. Nous faisons simplement le dépôt chez FedEx, UPS ou DHL pour vous. Donc, vous ne pouvez pas mettre notre adresse, car alors, techniquement, aux yeux de FedEx, UPS ou DHL, nous serions l'importateur. Nous serions l'expéditeur. Vous comprenez? La responsabilité légale incombe à notre société et, selon notre politique, nous ne pouvons pas l'accepter. Donc, ne mettez pas notre adresse sur les étiquettes d'expédition. C'est très important. On ne l'enverra pas, c'est garanti. On ne le renverra pas. Nous vous demanderons une nouvelle étiquette d'expédition. Pour l'international, nos coordonnées ne doivent pas y apparaître. Si c'est spécifiquement pour l'international, nous ne le renverrons pas. Donc, c'est très important. Si vous êtes pressé par le temps, cela va entraîner un retard. L'envoi d'une nouvelle étiquette et notre réponse prendront plusieurs jours supplémentaires. Veuillez suivre ces consignes et n'inscrivez ni nos noms, adresses ou téléphones sur l'étiquette d'expédition prépayée. Voilà tout concernant l'expédition. Encore une fois, c'est très simple. Encore une fois, si vous venez déposer des documents chez nous, vous pouvez les déposer en personne. Fournissez-nous simplement une étiquette prépayée et nous vous les renverrons. Donc, vous venez les déposer chez nous directement, puis vous souhaitez qu'on vous les retourne par courrier. Beaucoup de gens font ça. Créez votre étiquette en ligne, puis rendez-vous dans nos superbes agences pour déposer vos documents. Ensuite, le jour même ou peu après, comme expliqué à l'étape 3, combien de temps faut-il au secrétaire d'État pour les délivrer? Ou le gouvernement fédéral ou l'ambassade? Ensuite, nous vous les renverrons. Voilà comment ça fonctionne. Merci. Ceci est l'étape 3. Je vais passer en revue les tarifs actuels que nous proposons et si vous comptez nous déposer des documents. Et sachez que nos délais de traitement sont parfaitement mis à jour en date du 30 novembre 2025. Alors, vous vous demandez sûrement comment faire. Si vous souhaitez nous déposer des documents, ce que vous devrez faire, c'est imprimer notre formulaire de commande que vous remplissez en ligne.
Vous allez cliquer ici, juste là, ceci. En cliquant ici, vous accéderez à la page de notre formulaire de commande. Et c'est ce que vous allez remplir en ligne puis imprimer. Et il y a une autre vidéo là-bas qui explique comment remplir le formulaire de commande et tout ce qui s'y rapporte. Donc, si vous allez, encore une fois, si vous allez nous envoyer vos documents par la poste, ce que la plupart des gens font, vous imprimez notre formulaire de commande. Et ensuite, vous l'envoyez avec vos documents. Comme nous l'indiquons à l'étape 2, vous nous l'envoyez. Si vous comptez déposer vos documents en personne, ce qui n'accélère pas le processus, et je vais en parler. Si vous comptez les déposer dans notre bureau d'Austin, qui est le seul emplacement, pas Houston, pas Dallas, uniquement notre bureau d'Austin, vous pouvez y déposer vos documents. Donc, si vous habitez dans la région d'Austin, vous devez imprimer notre formulaire de commande et l'apporter avec vos documents. Et je vais en parler tout de suite. Voici nos heures limites. Donc, pour le service le jour même, cela signifie que nous allons déposer vos documents juridiques auprès du secrétaire d'État du Texas. Si nous recevons vos documents avant midi, heure normale du centre, du lundi au vendredi, hors jour férié. Donc, chaque fois que le secrétaire d'État est ouvert, et en fait, ils sont fermés plus de jours que les seuls jours fériés fédéraux et d'État, comme pour le 4 juillet cette année, ils ont fermé le lundi suivant le 4 juillet. Ce n'était pas un jour férié fédéral. Et ils ont fermé ce mercredi. Avant Thanksgiving, et ce n'était pas un jour férié fédéral ou pour le Black Friday, mais le Black Friday, ils sont également fermés. Ce n'est pas un jour férié fédéral, mais ils sont fermés pendant 3 jours cette semaine et ils seront fermés pendant 3 jours pour Noël. Ils ont annoncé la fermeture dès la veille de Noël, alors que ce n'est pas un jour férié fédéral, donc nous ne pouvons plus déposer de documents. Il est important de garder cela à l'esprit concernant les délais de traitement. Aucune entreprise ne peut déposer vos documents tant que le secrétaire d'État n'est pas ouvert. Je voulais juste être clair à ce sujet. Donc, si nous recevons vos documents avant midi, heure centrale, du lundi au vendredi, lorsqu'ils sont ouverts, nous vous garantissons cela. Si nous les recevons avant midi, nous les déposerons auprès de l'État du Texas. Ensuite, selon leur délai, cela peut varier. Nous ne contrôlons pas cela. Aucune personne ne contrôle la rapidité avec laquelle ils traiteront les dossiers. À l'heure actuelle, et nous changeons cela chaque mois, comme en ce moment, dans quelques heures, cela va passer à décembre 2025. Donc, si vous regardez cette vidéo dans le futur, en 2026 ou en 2027, oubliez ce que vous voyez dans cette vidéo. Ce qui compte, c'est ce qui est indiqué sur cette page. Ici même, c'est le délai de traitement actuel pour le secrétaire d'État. Et je vais passer en revue cela avec nos exemples. Donc, à l'heure actuelle, en novembre 2025, il faut entre 0 et 2 jours ouvrables au secrétaire d'État pour délivrer des apostilles sur les documents. Et je vais expliquer ce que signifie 0 jour. D'accord? Nous vous présentons ici quelques scénarios. Si nous recevons vos documents par courrier ou dépôt avant midi, heure centrale, nous allons déposer vos documents. Il est possible, bien que pas forcément probable, que le secrétaire d'État délivre l'apostille le jour même. Cela signifie que nous traitons votre document dès sa réception avant midi le jour même. Nous allons le déposer ce jour-là et il se peut qu'il le délivre le même jour et nous vous le renverrons par courrier ce même jour. C'est ce qu'on appelle 0 jour. Ou bien cela peut leur prendre jusqu'à 2 jours ouvrables après le dépôt pour vous le délivrer. D'accord? Je vais donc vous expliquer nos exemples ici. Premier scénario, nous recevons vos documents avant ou à notre heure limite de midi, heure centrale, un lundi, puis nous les déposons ce même jour. Le secrétaire d'État va soit délivrer une apostille sur vos documents le jour même, ce qui correspond à 0 jour, soit le jour ouvrable suivant. Il pourrait le faire, ce qui prendrait 1 ou 2 jours ouvrables, donc dans le pire des cas, vous le recevrez par courrier le mercredi. Voilà pour votre... Ce serait le scénario tout à fait idéal si nous parvenons à recevoir votre document avant midi. D'accord. Deuxième exemple, si nous recevons votre document après-midi, heure centrale. Donc, si vous nous l'envoyez par la poste et que nous le recevons en après-midi via UPS, FedEx ou DHL, ou si vous le déposez à notre bureau vers 16 heures ou même à 17 heures ce lundi même, nous ne pourrons le déposer que le jour suivant. Nous allons donc le déposer le prochain jour ouvrable et ensuite, il pourrait l'émettre ce même jour-là. Cela fait 0 jour. Il pourrait l'émettre le jour ouvrable suivant, soit 1 ou 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, nous pouvons le récupérer et vous le renvoyer par la poste ce jeudi-là. Donc, encore une fois, dans les deux scénarios, si nous recevons votre document un lundi, que ce soit avant ou après-midi, ce sera pour mercredi ou jeudi. Donc, encore une fois, au pire, sauf apocalypse, zombie ou invasion extraterrestre, si vous l'envoyez le lundi, il vous sera renvoyé par la poste le jeudi. Au mieux, il peut vous être renvoyé dès le lundi suivant, juste pour récapituler, et je ne saurais trop insister là-dessus.
si vous vous rendez dans notre bureau principal à Austin. Déposer vos documents sur place au lieu de les envoyer par courrier ne rend pas le processus plus rapide. Peu importe si nous recevons les documents en dépôt direct ou par courrier, avant midi ou après, le délai reste identique. Plusieurs personnes ne lisent pas notre site, viennent sans nous contacter et pensent que ce sera immédiat. C'est impossible car ça dépend du secrétaire d'État. C'est à eux de décider s'ils le délivrent immédiatement ou plus tard. Donc, s'il vous plaît, sauf si vous habitez vers Austin, ça ne change rien au délai. Envoyez-nous simplement vos documents en livraison express, comme nous l'expliquons à l'étape 2 comment le faire. D'accord. Ces tarifs sont valables à ce jour, mais pourraient changer en 2026 ou 2027, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Ne vous fiez pas uniquement à ce que je dis, mais fiez-vous bien aux tarifs indiqués ici, juste ici même. Pour l'instant, ce sont les prix en vigueur. Pour le premier document, faire apostiller un acte auprès du secrétaire d'État coûte 95 et cela inclut tous les frais de dépôt. Vous ne nous envoyez donc aucun chèque. Ou de mandat de chèque de banque. Vous ne nous envoyez pas d'argent pour les frais de dépôt de l'État. Et vous ne faites pas la paperasse. Vous ne nous envoyez pas le formulaire de l'État. Nous avons nos propres formulaires et nous payons les frais de dépôt. Ça fait 95 net. C'est un forfait de 95 tout compris. Pour plusieurs documents, le tarif est réduit. Voici un petit tableau simple pour vous. Un document coûte 95. Pour 2 apostilles groupées, c'est 170, puis 245 pour 3, et ainsi de suite. Voilà donc l'ensemble de nos tarifs actuels et chaque document supplémentaire coûte 75 dollars. Quand vous serez prêt à commander, cliquez sur ce bouton pour accéder au formulaire de commande pour les apostilles du Texas. Et encore une fois, ceci concerne uniquement le Texas. Cela ne concerne pas la tarification fédérale ou la tarification pour les entreprises du Texas, ni les documents d'entreprise à apostiller ou les frais d'ambassade. Ceci concerne spécifiquement uniquement le Texas, le secrétaire d'État et les documents du Texas. Donc les documents qui sont notariés par un notaire du Texas ou les documents émis par une entité texane, comme une ville, un État, un comté ou le gouvernement de l'État, tel qu'un acte de naissance texan, un certificat de décès, une licence de mariage, un jugement de divorce, des casiers judiciaires, des vérifications, des permis de conduire, des procurations, ce genre de choses. Voilà donc l'étape 3. Merci.